Donc on continue avec professeur Birme. Sur la prise en charge donc, du psychotraumatisme. Professeur Birme est psychiatre sur le dispositif de soutien psychologique et traumatique, le DSP, au CHU de Toulouse. Je vous laisse la parole. Merci. Donc, c'est un point de vue très médical, hein, parce que moi je suis psychiatre, donc je suis médecin, et c'est centré donc sur le psychotraumatisme, c'est-à-dire une pathologie qui s'appelle le trouble stress post-traumatique. Il y a des comorbidités, des formes cliniques différentes, et puis après on pourra discuter. Donc ça c'est basique, hein, c'est ce qu'on présente en général dans chaque présentation. Ça remet un petit peu en mémoire des choses qu'on a connues médiatiquement ou éventuellement qu'on a vécues d'une manière ou d'une autre. Donc on peut avancer. Donc ce qu'on appelle le psychotraumatisme en français, globalement, c'est le trouble stress post-traumatique, c'est le PTSD, post-traumatic stress disorder des anglo-saxons. C'est défini de manière très pragmatique et caricaturale dans les manuels de psychiatrie. Et c'est la seule pathologie psychiatrique pour laquelle on va trouver une cause exogène, objective, définie, indiscutable entre guillemets, c'est-à-dire il faut avoir été exposé à un événement potentiellement traumatique. Moi je dis souvent potentiellement traumatique, parce qu'on peut être exposé à de grandes catégories d'événements plus ou moins graves les uns comme les autres, mais il ne peut être vraiment qualifié de traumatique qu'à partir du moment où, un immédiat, post-immédiat, ou différé, ou chronique, on va présenter des symptômes, on va présenter une morbidité. Donc l'idée, c'est pas non plus de victimiser tout un chacun. À partir du moment où on a traversé une épreuve ou un événement dans sa vie, il faut avoir, là on parle de pathologie, hein, de morbidité, de handicap. Donc on parle, moi je préfère parler d'événements potentiellement traumatiques qui vont devenir traumatiques à partir du moment où on a des symptômes. Donc il faut avoir été exposé à la mort ou une menace de mort, une blessure grave, le risque d'une blessure grave, que ce soit soi-même, ou qu'on en ait été témoin, ou éventuellement on a pu être informé que c'est arrivé à quelqu'un de proche. Par exemple, si on pense à une diade mère-enfant, avoir été informé brutalement que votre enfant vient d'être écrasé par une automobile qui roulait à 80 à l'heure au lieu de 30 à l'heure, c'est quelque chose, même sans avoir vu, entendu, ça peut être traumatique. Et comme le soulignait la collègue précédemment, il y a également une catégorie d'exposition ou des catégories socio-professionnelles dont peut-être certains d'entre vous sont exposés de façon répétée et prolongée à des violences. C'est le cas des enquêteurs de police qui travaillent plus particulièrement dans le viol, les agressions sexuelles sur les enfants. C'est le cas des personnels qui travaillent dans le secours d'urgence, type SAMU, pompiers. C'est le cas des policiers, c'est le cas des gens qui reçoivent de manière régulière et répétée des gens qui vont raconter des traumatismes douloureux, difficiles. La suivante. Donc à partir du moment où on a été exposé à un événement potentiellement traumatique, on va pouvoir, c'est pas la majorité des personnes exposées, ça dépend cependant quand même des événements, développer des troubles, des symptômes qui sont morbides. Dans les 48 premières heures, on parle d'une réaction immédiate brève. Quand ça va s'installer, quand les symptômes que nous allons développer vont s'installer dans les 3 jours qui suivent l'exposition et vont rester dans le premier mois, on va pouvoir parler de ce qu'on appelle un trouble stress aigu. Et à partir du moment où cette symptomatologie centrée sur les intrusions, hein, ce qu'on appelle aussi le syndrome de répétition par rapport à l'événement, va durer plus d'1 mois, on va parler de trouble stress post-traumatique. La suivante. C'est le seul trouble psychique dont on connaît pertinemment la cause
principale, on peut dire principale, mais dont on connaît vraiment la cause principale. S'il n'y a pas d'événement objectif, factuel, on ne va pas pouvoir poser un diagnostic de trouble stress post-traumatique. Ça veut dire que la personne ne sera pas malade, n'aura pas des symptômes, ne sera pas en détresse, etc. Mais ce ne sera pas un diagnostic de trouble stress post-traumatique. En prévalence vie entière, les études les plus documentées sont celles réalisées aux États-Unis d'Amérique. C'est environ 8% d'un échantillon de population générale, hein, sur plusieurs milliers de personnes, donc quels que soient les âges de la vie. Il y a un risque lié au genre, hein, à traumatisme comparable, équivalent. On va avoir 2 femmes pour un homme qui vont développer le TSPT. Et en fonction, sur des enquêtes épidémiologiques, là aussi peut-être caricaturales, mais qui permettent d'avoir une idée du risque lié à l'exposition. En ce qui concerne le viol, c'est-à-dire agression sexuelle avec pénétration, c'est environ 1 femme sur 2 et 65% des hommes. En cas d'agression physique, là, agression physique, c'est plutôt type tabassage, hein, c'est pas juste une gifle, un coup reçu, c'est vraiment un tabassage, une agression sévère. C'est plutôt 2% des hommes et 22% des femmes. Il y a donc des inégalités, hein, au niveau du genre. Et en cas d'accident grave avec véhicule à moteur ou accident grave professionnel ou domestique, on a à peu près 6% des hommes et 9% des femmes. Donc, des gens exposés à ce type d'événement qui vont développer là un trouble stress post-traumatique, hein, donc la pathologie qui va durer au moins 1 mois. Les principales comorbidités, la dépression, caractérisée, environ 60% des gens qui souffrent d'un trouble stress post-traumatique auront une dépression caractérisée comorbide. Les autres troubles anxieux, les phobies, phobie de la conduite automobile sur les accidents de la route, d'autres types de phobies, et des comportements addictifs, pas mal de surconsommation de médicaments anxiolytiques, type benzodiazépine, si ça a été introduit dès les premiers symptômes anxieux par le médecin traitant, et les produits apaisants, plutôt type cannabis, alcool, que des stupéfiants excitants, là, plutôt des produits qui vont censés apaiser l'anxiété aiguë. La suivante. Les facteurs de risque, on l'a dit, le sexe féminin, les antécédents psychiatriques de maladies mentales, hein, connus, sévères, hein, troubles de l'humeur, troubles psychotiques, et tout particulièrement le trouble stress post-traumatique. Hein, si vous avez été agressé il y a 30 ans et que vous avez développé un trouble stress post-traumatique qui a duré 1 mois, 2 mois, 3 mois, non. Si vous êtes à nouveau accidenté sévèrement ou agressé, vous êtes plus à risque de développer un second trouble de stress post-traumatique qui va également faire écho avec ce que vous avez ressenti et vécu il y a longtemps. Les comorbidités, donc anxieuses ou dépressives, le faible niveau socio-économique, c'est la thématique chez nous aujourd'hui. L'exposition antérieure des facteurs de stress, notamment les traumatismes et les adversités vécues dans l'enfance, il y a un effet cumulatif. Il y a un effet aussi d'action sur le développement et les sentiments de sécurité chez les jeunes et certains traits de personnalité. Donc il y a 4 grands pôles parmi lesquels on va piocher des symptômes et pour poser un diagnostic psychiatrique, médical de trouble stress post-traumatique, il va falloir des symptômes de chacun des grands pôles. Il y a le pôle intrusion, il y a le pôle évitement, il y a le pôle altération négative des cognitions et d'humeur, et il y a le pôle hyperactivité neurovégétative ou autrement dit hyperéveil. Le pôle de l'intrusion, donc c'est le syndrome de répétition, sont les reviviscences, ce qu'on appelle reviviscence, répétition. Par rapport à l'événement qui là est traumatique, la personne va avoir des souvenirs répétitifs, involontaires et envahissants. Souvent des images qu'on aimerait chasser de sa tête, hein, qui reviennent sans cesse, voire un bout un petit peu dynamique d'une partie de la scène. Hein. Ça peut être un regard, ça peut être une arme, ça peut être des viscères, enfin, ce que vous pouvez imaginer. Avec une tonalité, là j'incite, sensorielle. Ce n'est pas uniquement des ruminations et un questionnement. Je vois des images, j'entends des bruits,
je sens des odeurs, j'ai des mauvais goûts dans la bouche, j'ai des sensations physiques, synesthésiques, qui sont liées à ces souvenirs ou qui sont vraiment le cœur de ces souvenirs. Donc c'est pas seulement je me rappelle de ce qui m'est arrivé, c'est qu'en partie, je revis sensoriellement ce qui m'est arrivé. C'est très envahissant, c'est très pénible, ça entraîne beaucoup de détresse, parce que même si c'était il y a 20 ans, 10 ans, 30 ans, j'y suis à nouveau un peu dedans, et je le vis physiologiquement, émotionnellement, comme ça s'est produit le jour où ça s'est produit. C'est ça qui fait toute la détresse. Donc des réactions neurophysiologiques, lors de l'exposition à des triggers, c'est des déclencheurs mentaux ou contextuels, hein, dans la vie de tous les jours. Palpitations, sensations d'oppression thoracique, de souffle coupé, main moite, transpiration, tremblement, crispation musculaire. En fait, vous reconnaissez les symptômes adrénergiques de peur. On va ressentir physiologiquement de la peur. Sentiment de détresse émotionnelle. Donc ça, c'est plutôt la journée. La nuit, des cauchemars de répétition, des cauchemars qui peuvent être des rediffusions instantanées de ce qui est arrivé à la personne, ou bien qui vont s'en rapprocher de manière très liée. C'est-à-dire, je me suis fait agresser dans le métro par un homme en pull rouge. Je ne vais pas forcément revivre dans mes cauchemars l'agression dans le métro de l'homme avec un pull rouge, mais je vais être pourchassé sans cesse par des gens qui veulent me taper, me faire du mal, me coincer, etc. On peut voir aussi des réveils brutaux. On peut voir du sommeil agité, des gens se battre, crier, se réveiller en sueur, un état de panique, un peu comme des terreurs nocturnes chez l'enfant, sans forcément se rappeler de ce qu'ils ont vécu dans le rêve qui les a réveillés comme ça brutalement. Mais ces troubles du sommeil, avec ce sommeil agité, se battre la nuit, est apparu après l'exposition traumatique. Les flashbacks, souvent on utilise ça dans le vocabulaire courant, le retour en arrière, hein, comme le souvenir intrusif, mais au niveau clinique, au niveau sémiologique, dans le trouble stress post-traumatique. Le flashback, c'est quand le souvenir intrusif, l'intrusion, a vraiment une sévérité qui fait que pendant quelques secondes, voire quelques minutes dans les formes les plus sévères, la personne perd complètement contact de l'ambiance, de la réalité dans laquelle il est, et va se retrouver au moment de l'événement, se jeter sous la table du bureau parce que le plafond est en train de s'écrouler pendant le tremblement de terre, se mettre en position de défense, voire même d'attaque par rapport à un possible agresseur, alors que le monsieur sortait le téléphone de sa poche et non pas un couteau, etc., etc. Et pendant ce moment de flashback, on est coupé de ce qu'on était en train de faire, on n'arrive pas à se concentrer, on est ailleurs. Ça, c'est un flashback. La diapositive suivante. Donc après l'intrusion, il y a l'évitement. Donc, souvent, les patients sont tout à fait conscients de stratégies, de comportements d'évitement. On va passer la plupart du temps de la journée à chercher à éviter les pensées, les endroits, les lieux, les conversations, les personnes, les situations qui pourraient rappeler ou déclencher les souvenirs envahissants, déstructurants du trouble stress post-traumatique. L'évitement peut se manifester par des détours en conduite automobile et par aussi l'utilisation de toxiques comme le cannabis ou l'alcool pour s'abrutir, éviter de penser, prendre le téléphone pour appeler quelqu'un quand les pensées arrivent, arrêter de consulter les médias, les journaux, Internet, etc. pour éviter de voir tout ce qu'on peut voir dans les médias qui vont rappeler des agressions, des accidents, la guerre, etc. Le troisième pôle, c'est la clinique de l'altération de l'humeur et des cognitions, ce qu'on peut appeler la tonalité dépressive, même si uniquement dans le trouble stress post-traumatique, ça ne va pas revêtir l'intensité et la sévérité d'une dépression caractérisée. Il y a les amnésies psychogènes qui existent, mais qui, de manière isolée, ne sont pas un trouble de stress post-traumatique. C'est assez rare que les personnes s'en plaignent spontanément. Souvent, c'est dans le récit du moment de l'exposition traumatique, si on arrive à avoir un début, une fin, quand c'est sur un événement isolé, où la personne va avoir un blanc. Vous êtes sorti de la voiture, là, vous étiez vous-même en sang, etc., même si vous n'aviez pas un trauma crânien, et en sortant de la voiture,
Vous vous rappelez que vous êtes allé dans le fossé, vous vous occupez du passager, que c'est vous qui l'avez sorti du fossé, qui avez commencé à le ranimer, etc. Non. Il y a eu l'impact, j'étais enceint, etc. Les secours sont arrivés, mais il y a ces 10 minutes-là, ça c'est quand même assez rare. Il faut bien sûr vérifier dans ce type de contexte, il y a pas eu de traumatisme crânien. Par contre, on dit que c'est assez rare, mais il n'y a pas d'études correctement faites qui pourraient vérifier sur des histoires traumatiques avec un étalon, avec la personne qui aurait vécu la même chose. Alors les gens s'en plaignent pas spontanément, mais on n'a pas de mesure objective du déroulé de chaque scène traumatique pour comparer et vérifier. Voilà. Mais c'est pas majoritairement que les gens s'en plaignent. Par contre, il y a beaucoup de distorsions cognitives, alors qui sont une manière d'appréhender le monde qui est différente. Hein. J'ai pas su faire face, j'ai pas pu sauver, j'ai pas pu défendre ma famille, je suis une mauvaise personne, j'aurais pu m'en sortir. Où ça va vraiment tourner en boucle. Hein. Alors évidemment, quand on a été exposé pendant des années à de la violence qui mène à l'exil ou au fait d'être réfugié, etc., et qu'on a connu un parcours de persécution, etc., la vision du monde est adaptée à ce qu'on a vécu. Donc il y a des idées déformées sur la cause ou les conséquences du traumatisme, des fois avec de l'intentionnel. Alors ça arrive dans les traumatismes où on a été exposé au niveau professionnel. On voit beaucoup de militaires pour des expertises, donc où la hiérarchie, ce qui est réel des fois, mais où la hiérarchie peut effectivement être mise en cause, hein, dans des institutions comme la Poste, où il y a eu un hold-up, ou d'autres, voilà. Mais si vous voulez, la focalisation des cognitions va être vraiment majoritairement sur le fait, c'est un peu ce qu'on appelait avant la sinistrose, hein, c'est de la faute, c'est à cause, etc. Et la personne va rester en boucle sur ses cognitions. On avait vu il n'y a pas très longtemps une dame qui a un gros accident de la route et qui, c'était plutôt vis-à-vis d'elle. Et donc, en conduisant tranquillement sur une route départementale, en fait, un chauffard est venu en face, s'est déporté, il a vraiment percuté de face, elle a quand même été très amochée physiquement. Mais au moment où le chauffard arrive vers elle, elle regardait l'horloge sur le tableau de bord, elle ne regardait pas en face. Et donc, elle avait une cognition qui était plusieurs fois dans la journée, pendant des mois. Mais si j'avais pas regardé, alors qu'il y a le chauffard, etc. Mais elle était vraiment focalisée sur sa culpabilité à elle, d'avoir regardé, de ne pas avoir pu donner un coup de volant pour l'éviter ou quelque chose. Et donc après, les biais de comorbidité avec la dépression, qui sont les états émotionnels négatifs persistants, la réduction d'intérêt pour les activités, l'incapacité à ressentir des émotions positives, le sentiment d'avenir couché, qui pose la question, dans cette classification, du biais de comorbidité avec des symptômes de dépression, mais on a généralement une tonalité dépressive dans le trouble stress traumatique. La suivante, donc intrusion, évitement, tonalité dépressive avec distorsion cognitive, et le syndrome d'hyper-réveil, d'hyperactivation neurovégétative, avec de l'irritabilité, voire des accès de colère, voire de l'acting, des passages à l'acte violent. On ne supporte plus rien. C'est devenu le bruit, les gens, la foule, vos enfants qui jouent à la maison, même s'ils ne crient pas plus que d'habitude, etc. Vraiment, on est extrêmement irritable, on ne supporte plus rien, on se met en colère de manière impulsive et beaucoup plus fréquente et sévère que d'habitude. On peut avoir avec le voisinage, on peut avoir surtout chez les messieurs, on peut avoir des bagarres, des rixes, conduite automobile, voisins, pénibles, etc., qu'on n'avait pas auparavant, mais qui vont être développés comme ça. Des comportements irréfléchis, autodestructeurs, voire des conduites suicidaires, pas forcément déterminées, ni organisées, ni préméditées, mais finalement, je suis dans un tel état, c'est tellement pourri le monde, regardez, si je conduis un peu plus vite que d'habitude et que je me prends en platane cette fois-ci, bon, pourquoi pas? Ou alors dans des consommations de toxiques ou d'alcool. L'hypervigilance, tous les sens vont être aux aguets, les gens vont scanner leur environnement,
au niveau visuel, auditif. Quand je vais au cinéma, si j'y vais, je me mets dans un coin pour avoir une vue sur la porte. Quand je me mets dans une pièce, là, je me mets comme ça parce que là, je vois tous et je vois la porte. Quoi, quelqu'un ferait irruption dans la salle. Et ça va se généraliser dans tous les comportements de la vie. C'est-à-dire que même si on s'est fait agresser, il y a des gens qui vont voir généraliser une hypervigilance au niveau de la conduite automobile. Je vais peut-être avoir un accident. Attention, quand je vais traverser la route, il faut bien que je regarde plusieurs fois maintenant à droite à gauche, tout ça. C'est vraiment une hypervigilance exagérée, ces réactions motiviques permanentes. Les réactions de sursaut, le bruit, une porte qui claque. Alors avant, c'était le téléphone, maintenant, c'est plus les mêmes sonneries. Quelqu'un qui s'approche de vous par derrière pour vous mettre la main sur l'épaule. Les gens sursautent avec des réactions défensives aussi, notamment chez les gens dont le métier a été d'apprendre à se défendre, comme par exemple les militaires ou d'autres types de professionnels. Et les troubles de la concentration, surtout des oublis, surtout des troubles de la concentration, difficile de soutenir l'attention, troubles mnésiques, je suis obligé de faire des listes, je me mets à lire, puis au bout de 2 pages, je ne sais même plus ce que j'ai lu, etc. Les troubles du sommeil sont assez spécifiques, donc il y a de grosses difficultés d'endormissement. D'une part, parce que si on fait des cauchemars, on redoute le sommeil qui va arriver et qui va être qui est souvent générateur de cauchemars et donc de reviviscence de ce qui m'est arrivé. Et on garde aussi ce niveau d'hypervigilance au moment de l'endormissement, le moindre bruit, craquement, lumière, etc. Dans la maison, on n'arrive pas à s'endormir parce qu'on reste quand même très vigilant au moment de l'endormissement. Et après, il y a des réveils fréquents, un peu pour la même raison. Hein. On reste quand même extrêmement vigilant même dans son sommeil. Réveils fréquents, on se rendort, mais qui font des nuits quand même amputées avec des dettes de 3, 4 heures de sommeil, et donc des gens qui vont être fatigués le matin, qui vont avoir tendance à plutôt dormir le matin. On n'est pas dans l'insomnie matinale sévère du petit matin, dans les dépressions sévères ou la mélancolie, mais plutôt une difficulté d'endormissement et de maintien de sommeil. Voilà, ça c'était les symptômes. Hein. Après, il y a le distinguo qui s'est fait de tout temps. Hein. Il y a une psychiatre nord-américaine connue qui a beaucoup travaillé en psychotraumatologie chez l'enfant, qui s'appelle Hélène Norter, qui avait décrit les 3 types, Terre 1, Terre 2. Donc c'est ce qu'on redéfinit, redécouvre aujourd'hui. Le trauma simple, l'événement unique, avec le tableau très caractéristique, très caricatural que je viens de vous décrire. Et ce qu'on appelle, à mon avis, je suis un peu un des seuls à le dire, à tort, trauma complexe, des événements répétés, souvent jeunes, hein, qui vont entraîner certes des symptômes de stress post-traumatique, mais des altérations cognitives sévères, des dysrégulations émotionnelles, des dysrégulations affectives, et souvent parce que ça arrive jeune et c'est de manière répétée et pendant qui sont liés à des développements affectifs différents, d'un développement dans un sentiment relatif de sécurité chez l'enfant. Pourquoi j'aime pas complexe? Ça s'appelle comme ça. Hein. C'est reconnu par l'OMS, c'est pas reconnu par la classification que je vous décris. J'aime pas complexe parce que jusqu'à ces dernières années, quand on m'enseignait la psychiatrie, j'étais en médecine ou même dans les cours de DES, etc., les psychiatres sont même des grands savants qui sont souvent, les psychologues, je ne sais pas, les seuls à savoir comprendre les méandres compliqués de l'âme humaine, des symptômes, le pourquoi du comment. Et j'aime pas cette idée de qualifier une pathologie, c'est complexe. Vous avez quelque chose de compliqué. Vous-même, vous n'allez pas trop savoir ce qui vous arrive, etc. Et c'est vraiment les super grands spécialistes qui vont pouvoir décortiquer, savoir, soigner, etc. Moi, j'aime à dire, mais c'est critiquable, hein, qu'en fait, le trauma complexe, c'est un trouble stress post-traumatique caractéristique chez quelqu'un qui a une personnalité fragile et qui souvent a une personnalité avec des traits de personnalité limite ou avec d'autres problèmes au niveau de sa relation aux autres, de l'affectivité, de la régulation émotionnelle, parce qu'il a connu le plus souvent dans sa vie une succession dès l'enfance d'adversité, de traumatisme. Mais enfin bon, c'est là, au niveau des symptômes et de la manière dont on peut le prendre en charge, on est à peu près sur les mêmes lignes. La suivante. La durée est variable. Alors, j'aime pas cette diapo. Celle-là, je l'aime pas, je préfère la suivante, qui est la mienne.
Voilà. Ça, c'est... Alors, c'est pas ma diapo, c'est ça que j'utilise. Toujours les anglo-saxons, ils sont réducteurs, mais ils sont pragmatiques, et pour une première vue, c'est très compréhensible. Donc là, c'est l'évolution de troubles de stress post-traumatique, c'est-à-dire à T0, vous avez 100%, dans un groupe de personnes qui est à T0, la nuit même, là, ils ont des cauchemars, des images, des reviviscences, ils ont été traumatisés. Et vous avez l'évolution de la sévérité des symptômes de PTSD sur les ans. Alors ça date un peu, hein, c'est le NICE c'est une étude qui avait été colligée. Le NICE c'est l'Institut national pour la santé et l'excellence clinique britannique, et donc ils ont des lignes directrices pour toutes les pathologies, notamment en psychiatrie. C'est pragmatique et c'est caricatural, mais c'est bien fait quand même. C'est bien organisé. Donc ça date un peu, mais c'est relativement d'actualité. C'est-à-dire qu'avec le temps, que vous soyez traité ou non traité, on a fait des progrès quand même en thérapie, on voit que la pathologie va quand même rester chronique. Alors chronique, ça ne veut pas dire extrêmement morbide. C'est-à-dire que les gens, l'idée même dans les thérapies, c'est que, surtout sur les traumas complexes, avec les gens qui ont des pathologies chroniques, envahissantes, sévères, etc., vous n'allez jamais les aider à revenir, même à 1 an, 2 ans de prise en charge, comme ils étaient physiquement, psychologiquement, socialement, avant que l'événement arrive. Donc ces gens vont quand même garder une part de morbidité, de temps en temps peut-être des cauchemars, des rêves, une appréhension différente des relations sociales, un évitement de certains. Mais ils vont pouvoir continuer à vivre, se reconstruire, ça a déjà été dit, avec des adaptations dans la vie de tous les jours, sociale, affective, professionnelle, avec une certaine souffrance, une certaine détresse à certains moments, notamment les dates anniversaires, etc. Donc ils ne sont pas guéris. C'est voilà. Mais ça, c'est à peu près quand même 1/3 des gens qui a manifesté un beau PTSD dans les jours et les semaines qui suivent l'exposition. Et vous voyez que, en tout cas, au début des années 2010, il n'y avait pas de distinguo majeur entre les gens traités et les gens non traités. On est chez les anglo-saxons, donc les gens traités, là, c'est qu'ils ont eu les thérapies ou les médicaments gold standard tels que recommandés par les sociétés savantes pour ce type de pathologie. Et vous voyez aussi que si on n'intervient pas dans la première année, voire même le plus rapidement possible, plus on va intervenir tardivement, plus ça va pouvoir se chroniciser. Ça, on l'avait montré, nous, dans des études d'épidémiologie avec les gens qui avaient été victimes de la catastrophe AZF et qui souffraient d'un trouble de stress post-traumatique. AZF, c'est l'usine pétrochimique à Toulouse, 30 morts, 5000 blessés, blablabla. 1 an après, alors on n'avait pas étudié comment ils avaient été soignés ni rien, mais 1 an après, de 1 an à 5 ans après la catastrophe, que les gens étaient suivis par un psychiatre, un psychologue, un psychothérapeute, des antidépresseurs, les niveaux symptomatiques étaient identiques, restaient identiques et assez élevés pour certains. La suivante. Alors ça, c'est un peu casse-tête, pour ne pas dire autre chose, mais c'est très hiérarchisé, ça donne des idées claires, qu'après on développe, on module, on améliore, etc. De la manière dont ça va fonctionner, dont on peut se positionner. On est là quand même plutôt chez des soignants psychologues ou psychiatres, par rapport à des gens là qui ont une réaction de stress aigu. Vous n'avez pas de pointeur? Non. Ce n'est pas une... Donc là, on a la personne qui est exposée. On va... non, c'est bon. Donc la personne a été exposée. Alors, les rectangles, les quadrilatères avec les bouts arrondis, c'est des situations. Les quadrilatères à angle droit sont des actions. Les parallélogrammes qui ressemblent avec les coins qui sont comme des losanges, c'est des questions. C'est des points clés. À un moment donné, on se pose des questions. Et c'est yes, no. Chez les anglo-saxons, hein, c'est pas maybe, hein, c'est yes, no. Et les ballons de rugby,
on dit là. C'est pour aller vers passer à autre chose ou se référer à notre document. Donc, ce sur quoi je voulais insister, c'est qu'avant de soigner les gens, il faut aller regarder la suivante, c'est-à-dire la capsule 1, donc c'est la diapo suivante. C'est évaluer l'environnement. Ça, vous le savez, mais c'est bien de le répéter à chaque fois, et surtout à des soignants, c'est évaluer l'environnement. Quelqu'un qui a été traumatisé, avant de s'occuper de quelle psychothérapie, les médicaments centrés sur le trauma ou pas, il faut la première aide physique et la première aide psychologique. Est-ce qu'il a tout ce qu'il faut pour survivre? Est-ce qu'il est physiquement stable au niveau des traumatismes, des blessures qu'il peut avoir? Est-ce que c'est sain et sécure son environnement? Est-ce qu'il a à manger? Est-ce qu'il a à boire? Est-ce qu'il a un refuge? Est-ce qu'il a des habits? Est-ce qu'il arrive à dormir? Est-ce qu'il est orienté dans le temps et dans l'espace? Est-ce qu'on peut communiquer? Est-ce qu'il peut communiquer avec son environnement familial, proche, sa communauté, ethnique, religieuse, sociale, ce que vous voulez, sa communauté? Et est-ce que, si c'est nécessaire, ou est-ce que on a fait les premiers pas d'éducation thérapeutique, entre guillemets, d'éducation et de normalisation, en tout cas d'information sur les réactions qu'il a? C'est-à-dire, vous faites des cauchemars parce que vous avez, etc. On peut revenir à la précédente. Donc ça, c'est primordial. Quelle que soit la symptomatologie, quel que soit le monsieur ou la madame, au moment où on va commencer à s'occuper de lui. Parce que si ça, c'est pas mis en place, si on s'occupe, ça vous le savez, mais on le répète à chaque fois, les gens ne sont pas dans de bonnes conditions. Dans la mesure où il a des symptômes de TSPT, il va quand même falloir regarder, c'est le parallélogramme numéro 7, est-ce qu'il est instable, suicidaire, dangereux pour lui ou pour les autres, ou est-ce qu'il a besoin de manière urgente d'une intervention médicale, médico-psychologique ou chirurgicale? Ça, c'est la capsule 2 sur le suicide, on va l'oublier. Par contre, il faut vraiment, c'est le rectangle 8, donner les soins appropriés par rapport à ces symptômes si la personne est présente. La suivante, on l'a vu. Comment on va commencer à évaluer? Il faut recueillir l'histoire traumatique. Et ça, je crois qu'on vous l'a dit tout à l'heure, en tout cas moi j'ai écouté. Le narratif, les personnes qui ont été exposées, surexposées, réexposées sur leur vie, sur l'année précédente, sur les 10 années précédentes, ont besoin, au début, au moins une fois quand même à la personne, alors évidemment, le répéter c'est compliqué, mais par rapport à l'équipe ou à la personne qui va s'occuper d'elle et la suivre, de pouvoir raconter en détail, si elle le souhaite, mais de bien pouvoir partager les difficultés, éventuellement les horreurs de ce qui lui est arrivé. Ça, pour l'écouter de manière authentique, bienveillante, empathique, pas forcément une seule fois et pas forcément avec un seul patient, il faut être formé. Il faut être formé, accompagné, supervisé. Nous, on a des soucis. C'est pas fréquent parce qu'on recrute. On a notamment eu des soucis avec un pool de secrétariat en pédopsychiatrie. Quand on a eu le financement pour créer vraiment une unité spécialisée en pédopsie de psychotraumatologie, avec les secrétaires qui prenaient les premières demandes de rendez-vous avec les parents ou les proches, et qui avait une fois sur trois, des personnes qui, dès le premier contact téléphonique, avaient besoin de raconter tout le stress, l'abomination, etc., qui avait pu arriver à leur enfant. Et ça, ces secrétaires n'étaient pas formés, n'étaient pas équipés pour, etc. Et on s'est rendu compte que ce n'étaient pas les bonnes personnes, et en tout cas, celles qui ont pu continuer à le faire ont pu être formées, supervisées, accompagnées dans des groupes de parole et de vécu, de ressenti par rapport à cette exposition répétée. Et souvent, quand on n'est pas forcément la personne
qui est là pour agir, pour soigner, pour prendre en charge ces symptômes. Le PTSD, on a vu ce que c'était. L'état mental, on est d'accord. Il faut penser à le risque suicidaire. Le risque suicidaire dans les troubles anxieux est assez faible. Par contre, dans les troubles anxieux, le trouble stress post-traumatique est le trouble anxieux qui a le risque suicidaire le plus élevé. Et en plus, c'est des gens qui ont été surexposés, qui ont souvent des comorbidités psychiatriques et qui sont dans le dénuement, donc c'est encore plus important. Ok, on va passer à la suivante. Donc après, il faut faire le screening, des symptômes de troubles stress post-traumatique. Là, c'est quand même le job des psychologues et des psychiatres, parce qu'il faut bien connaître les symptômes, même si il faut quand même faire un screening assez exhaustif pour vérifier l'ensemble des symptômes qui ne sont pas nécessaires, mais voir quels sont les symptômes prééminents et quelles sont les comorbidités, notamment dépression, suicidalité, consommation toxique chez le monsieur ou la madame. Et même on va le voir tout à l'heure, mais même là, on est toujours dans le trouble stress aigu, donc c'est apparu environ 3 jours après l'exposition traumatique, et on est dans les 3-4 premières semaines, et ça dure hein, quand même. On peut proposer là des thérapies, principalement des accompagnants psychothérapiques centrés sur le trauma, même si on n'a pas une durée d'1 mois et qu'on n'a pas de manière classification le diagnostic confirmé du trouble stress post-traumatique. La suivante. Ça, c'est c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on peut passer. Celle-là aussi, c'est la symptomatologie. Donc ça, c'est le type de thérapie, mais on va pas le développer. Par contre, ce qui est important, c'est vraiment le contexte de l'environnement psychosocial par rapport à la symptomatologie. Il faut bien expliquer, il faut arriver à expliquer à la personne quels sont ces symptômes, comment ça marche, comment ça s'est produit, et pourquoi même 1 an, 2 ans, 10 ans après, il a ce type de symptomatologie envahissante, handicapante, que la famille ne comprend pas. Et là, souvent, nous, on est amené à rencontrer pas dans forcément le contexte dont vous parliez tout à l'heure, mais amené à rencontrer les familles, parce qu'évidemment, tu t'es fait agresser il y a 5 ans, tu as eu l'accident de la route il y a 2 ans, tu t'arrêtes pas d'y rêver, tu n'arrêtes pas d'y penser, tu prends plus la voiture, tu n'amènes plus les enfants à l'école, faut arrêter, quoi. Donc, souvent, on rencontre la famille pour expliquer ce que c'est que le stress traumatique, comment ça se passe au niveau de la mémoire traumatique, et éduquer, entre guillemets, dans un premier temps le patient et aussi son entourage, pour qu'ils arrivent à comprendre et à accepter que ça puisse durer et pourquoi ça dure. Le support social est très important, hein, ça, on l'a dit. La communauté, la famille, si elle est là, les proches, les amis, les proches, la communauté sociale. On n'est pas hyper formé sur ça dans notre pays. Respecter la spiritualité et ne pas négliger l'aide que peut avoir pour certaines personnes la spiritualité et la religion. Ça peut être très très important pour certaines personnes. La suivante. Donc là, ça dure depuis 1 mois. On sait faire le diagnostic, on l'a vu. Est-ce qu'il est médicalement instable? On a vu que là, c'était une question d'urgence. On peut passer à la suivante. Donc, il faut vraiment avoir une évaluation générale, pas uniquement psychologique ou psychiatrique. Donc, on pense aux comorbidités, on passe à la santé en général, à la santé physique, hein, et aux actions aussi de prévention en santé physique et en environnement. Si l'environnement est complètement précaire, délétère, insécure, insalubre, etc., même si la personne a un trouble de stress post-traumatique, l'urgence ou les actions principales vont être sur l'environnement, même si ça ne dit pas qu'il faut négliger l'accompagnement psychologique, mais
on ne peut pas négliger ce qui est purement matériel, environnemental. L'histoire traumatique et la durée de l'exposition. Effectivement, les traumas répétés et les traumas qui vont beaucoup durer. Moi, je pense, nous, on voit peu de migrants quand même, on voit beaucoup, depuis quelques années, de femmes victimes de violences de manière répétée. Ça, c'est très, très handicapant. Ce qu'il y a eu, si c'est le cas, ce qu'il y a eu auparavant comme prise en charge médicale ou psychiatrique ou psychologique, ce qui a été fait, comment ça a été fait, on peut appeler des correspondants qui ont déjà fait, même s'ils sont ailleurs, de la prise en charge. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été efficaces, partiellement efficaces? Est-ce qu'il y a des choses qui ont servi à rien, qui ont été mal faites? La suivante. Pardon. On peut passer, là c'est le diagnostic, on l'a dit tout à l'heure, ça aussi. Ça aussi. Donc, on va maintenant avoir une personne, on s'est occupé à peu près de l'ensemble de la problématique environnementale et on est sûr de sa clinique, de sa pathologie. On va s'occuper du traitement. Donc, la suivante. La suivante. Donc, au jour d'aujourd'hui, quand on souffre d'un trouble de stress post-traumatique, quand on souffre d'un trouble de stress aigu, caractérisé avec les quatre types de symptômes, même si ça fait que 15 jours que ça dure, c'est envahissant, déstructurant, que le monsieur ou la madame vraiment est envahi par cette symptomatologie, on va pouvoir proposer le même traitement que celui qu'on proposerait à quelqu'un qui a un trouble de stress post-traumatique, c'est-à-dire la pathologie qui dure depuis plus d'un an. Les recommandations internationales, l'ensemble des recommandations internationales, mettent en avant les psychothérapies, et notamment ce qu'on appelle les psychothérapies centrées sur le trauma. Tout à l'heure, on vous a dit un mot de MDR, et il y a aussi des psychothérapies comportementales et cognitives qui sont assez généralement fondées sur ce qu'on appelle l'exposition. On en dira un mot si vous voulez tout à l'heure. C'est-à-dire que, je caricature vraiment, de manière répétée, mais précautionneuse, rigoureuse, attentionnée, bienveillante, etc., on va proposer de manière progressive à la personne à l'imagination de revenir dans les moments difficiles et de lui apprendre à gérer au niveau de lieux sécures, de techniques respiratoires, la peur, l'anxiété liée à ces souvenirs, à ces intrusions ou à ces contextes mentaux ou de réalité toujours qui déclenchent éventuellement des intrusions. Donc, d'un point de vue purement technique, au niveau de la médecine par l'épreuve, ce sont ces thérapies structurées, documentées, qui ont le maximum d'efficacité sur le trouble de stress post-traumatique. Après, il y a eu aussi des études sur les psychothérapies en général dans les troubles anxieux. La plus grande satisfaction et une partie du meilleur résultat dans les psychothérapies, c'est pas lié à la technique, c'est quand même lié au thérapeute. C'est lié à l'empathie, à l'authenticité, à la qualité, à la bienveillance du thérapeute. Un grand technicien de LDR ou de TCC, et qui est un peu à côté de ce qu'il fait, va être moins efficace qu'un psychologue qui va faire de l'étayage ou de l'accompagnement ou de la psychothérapie psychodynamique, d'accompagnement et d'écoute de parole avec une personne, va avoir des meilleurs résultats. Il y a peu d'études sur ça, c'est compliqué à faire, mais il y a des études qui ont montré que c'était l'empathie du thérapeute prévalait par rapport à la technique. Si on ne peut pas, si le patient... Alors, c'est pas simple, hein, les thérapies d'exposition, le MDR, parce que, comme ça a été dit tout à l'heure, vous allez quand même, à un moment donné, proposer à la personne, de manière répétée, même si c'est une fois par semaine, même si c'est 2 fois par mois, de quand même se revenir systématiquement là où ça fait très très mal.
Donc il y a des gens qui ne le supportent pas. Il y a des taux d'abandon importants au niveau de ces psychothérapies. Et si vous n'y avez pas accès dans un centre subventionné par les deniers publics ou privés ou à l'hôpital public, c'est très très mal la psychothérapie en France. Alors c'est la première ligne gold standard des recommandations internationales. C'est très très mal remboursé en France. Chez un praticien libéral, une séance efficace, documentée, bien faite de MDR, c'est 70-80 € à Toulouse, c'est 100-150 € à Paris. Et puis, il ne doit pas y avoir 10 thérapeutes MDR à Carcassonne, encore moins à Cap-Pendu, et voilà. Donc, il y a un problème d'accès par nombre de thérapeutes, par thérapeute formé, par source financière, etc. Dans les dispositifs, MonPsy, etc., il y a quand même très peu de psychologues libéraux qui sont affiliés. Donc, c'est un problème majeur dans notre pays d'accès aux psychothérapies documentées, référencées mais qu'on ne trouve pas les thérapeutes et c'est pas bien remboursé. Donc, il vaut mieux une psychothérapie ou un accompagnement, une psychothérapie de soutien avec quelqu'un de bien formé, effectivement référencé psychothérapeute, hein, que pas de psychothérapie parce qu'on ne trouve pas le monsieur Lanheim chez MDR. On peut donner des médicaments, c'est moins efficace dans l'ensemble des études d'efficacité thérapeutique. C'est moins efficace que les psychothérapies quand elles sont faites correctement dans la bonne durée. Par contre, c'est efficace. Donc, ce sont les antidépresseurs. Comme traitement de fond. Les antidépresseurs sont le meilleur traitement de la dépression et un excellent traitement de fond des troubles anxieux. C'est quand même des produits qu'on va prendre entre 6 mois et 1 an, à des posologies élevées, donc dans le trouble spastique, des fois plus élevées que dans la dépression d'intensité moyenne. Et se posera aussi la question des effets adverses. Mais il ne faut pas du tout hésiter, même si c'est une seconde ligne de traitement, à proposer un traitement antidépresseur à un patient. La suite. Pardon. Oui. Pour qu'on puisse prendre quelques questions. Allez. Voilà, la psychothérapie, je l'ai dit. On peut passer à la suivante. Traitement médicamenteux, j'en ai dit assez. On peut passer à la suivante. Ça, c'est ce que je viens de dire. Ça, c'est ce que je vous ai dit, mais c'est en anglo-saxonne. Les traitements additionnels, il ne faut pas hésiter. Surtout, voilà, traiter les comorbidités. Donc la dépression, on l'a dit, c'est quand même les antidépresseurs. Les phobies connexes, connectées. La phobie, je pense à la phobie de la conduite automobile chez les gens qui ont une addiction de la route. Les attaques de panique, les troubles paniques. Parallèlement au PTSD, les gens vont avoir des crises d'angoisse, vraiment les crises d'angoisse avec symptômes physiques, cardiologiques, respiratoires, peur de mourir, peur de devenir fou, qui ne sont pas forcément liés à des déclencheurs liés au trauma. Ça se prend bien en charge aussi en psychothérapie. Le sommeil et la douleur par rapport aux gens qui ont été blessés. Le support social, l'intégration dans la communauté et l'ensemble des ressources sociales auxquelles vous aviez ou vous devriez avoir accès au niveau de tout ce dont on peut parler. La suite. Ça, on peut passer. Ça aussi. Donc, on avait parlé de la précarité. Donc, effectivement, la précarité, c'est lié au psychotraumatisme. D'une part, parce que la précarité ou les parcours de migrants d'exil, déjà, vous partez parce que vous avez été exposé. Et votre parcours fait que vous êtes surexposé, réexposé quand vous êtes exilé, migrant ou précaire. Et donc, ça génère des expositions traumatiques. Et ça génère, quand vous avez des expositions traumatiques et un trouble traumatique, ça génère des difficultés d'accès à tout l'environnement communautaire, social et médical auquel vous auriez besoin. Et en plus, il y a des altérations des cognitions qui sont générées là aussi de manière réactionnelle, mais qui se surajoutent à celles du TSPT. La suite. Oui, descend là. Donc après, voilà.
Et pour les patients les plus précaires, les patients exilés, etc., c'est le dispositif public. Hein, la médecine libérale n'est pas hyper adaptée parce que les médecins, les gens qui travaillent en libéral ont des charges, ont des contraintes financières qu'on a moins même dans le public. Donc, après, si vous voulez savoir exactement ce qu'on fait, comment on s'organise, on peut faire sur des questions. Merci. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Excusez-moi de vous avoir un peu pressé ici pour qu'on puisse prendre quelques questions, en espérant qu'il y en ait. Ah non, oui, des secondes. Avant de manger. Je m'assieds. Oui, allez. Vous n'en avez pas, moi j'en ai. Moi, je voulais parler, mais pour vous, peut-être aussi pour Madame Montagne, de parentalité, dans le sens où, alors moi, j'ai eu un parcours professionnel, j'entends, à l'aide sociale à l'enfance en tant que chef de service, et je me suis retrouvé en difficulté avec des équipes qui avaient beaucoup de mal à gérer des personnes qui avaient des parcours migratoires traumatiques. Et alors, toutes les personnes qui sont traumatisées ne sont pas des mauvais parents, mais ça fait partie, par contre, des choses qui peuvent mettre en difficulté des parents dans voilà, leur posture parentale. Et il y avait des professionnels, alors les deux extrêmes que je prends, c'est des professionnels qui expliquaient tout sur et la culture et le trauma, et finalement qui laissaient de côté les difficultés qu'on pouvait avoir, du coup, la protection de l'enfance. Et de l'autre côté, des professionnels, du coup, qui disaient le traumatisme empêche d'être parent. Et forcément, ça va être compliqué, du coup, il faut protéger les enfants. Du coup, je voulais savoir, des deux côtés, si vous avez des actions en particulier sur la parentalité et sur ces difficultés-là qu'on peut rencontrer. Mais c'est-à-dire quel genre de difficultés vous aviez? C'est de la maltraitance, c'est des carences, c'est des signalements, ça dépend. Alors, il y a de tout, mais les difficultés qui étaient peut-être le plus compliquées à gérer, c'était justement ce que va provoquer chez le parent, qui va l'empêcher de pouvoir assurer complètement en fait, sa parentalité, c'est l'ensemble des conséquences et l'ensemble des symptômes de la traumatologie, qui sont un parent qui est très fatigué, un parent qui est dans l'évitement, un parent qui a du mal à faire les choses du quotidien, etc., et qui va du coup avoir du mal à être sur les premiers besoins de l'enfant. La première réponse, c'est que si la personne est handicapée dans sa parentalité par rapport à une pathologie mentale, enfin, moi je travaille aussi, je dirige aussi un service sectorisé, il y a une action sur la pathologie mentale pour améliorer la fatigue, le délire, les intrusions, le sommeil, etc. Ça, c'est la première des choses. Et après, on évalue évidemment le retentissement, on s'interroge, on essaie d'évaluer le retentissement sur les enfants. Et s'il y a des grosses difficultés, après, alors c'est vrai que moi je travaille à Toulouse, c'est une grande ville, il y a un CHU, il y a multiples dispositifs. Après, on travaille en relais avec nos collègues pédopsychiatres ou avec l'ASE ou avec des dispositifs. Il y a des dispositifs de guidance, il y a des dispositifs d'accompagnement de parents malades mentaux pour la parentalité, d'accompagnement des enfants qui sont des enfants de parents malades mentaux, etc. Mais ça dépend de ce qu'on repère et de ce qui est prioritaire. Ouais. Et sur France Fanon, il y a des choses en lien avec la parentalité? Oui, spécifiquement, quand on pressent que quelqu'un est en difficulté sur cet axe-là ou qu'il le mentionne lui-même dans le cours de la thérapie, on peut tout à fait proposer des espaces dédiés sur la parentalité avec parfois un psychologue différent pour travailler vraiment cette question-là. On peut suivre les enfants aussi de manière, sans passer par notre longue liste d'attente. Et puis on peut aussi accompagner parents, enfants. Enfin voilà, vraiment on va essayer de prendre ça en considération parce que ce parcours migratoire fait qu'on est très comment dire, pas abîmé, mais je sais pas comment, fragilisé
sur des choses qui étaient sûres jusque-là, par exemple la parentalité, où on avait des acquis, des codes, des repères, et qui peuvent être très fragilisés ici quand on ne parle pas la langue. C'est l'enfant qui se met à apprendre le français, mais on est en galère parce que justement, certaines difficultés qu'on a pu rencontrer nous amènent à avoir des difficultés d'apprentissage, et on se retrouve en défaut, et c'est parfois compliqué de pouvoir retrouver ces repères. Et puis sans compter qu'au niveau c'est toute la cellule familiale hein, qui doit se repenser quand on est en situation d'exil, pour certains. Bonjour, je suis psychologue au COMED et je voudrais ajouter sur ça, pour avoir travaillé à l'ASE, on a aussi des situations qui sont très fracturées par le traumatisme transgénérationnel. Et donc, il y a aussi un héritage du psychotrauma. Et aujourd'hui, dans la consultation MNA dont on parlera tout à l'heure, parfois je m'interroge sur les futures parentalités. Comment nous, aujourd'hui, on soigne des très jeunes qui vont devenir parents, et on essaye d'avoir un peu une vigilance là-dessus. Est-ce qu'on a des données là-dessus en termes d'héritage traumatique? Ah oui, ça, il y a des données. Les premières études, elles ont été faites par l'équipe de Rachel Yehuda à New York, qui a démontré la clinique transgénérationnelle chez les survivants de parents, grands-parents ayant subi la Shoah. Donc, en termes de transmission et même en termes d'épigénétique, hein, même des travaux génétiques, il y a effectivement une transmission intergénérationnelle des expositions traumatiques. Ça, Karine Parienté à la Passe de Toulouse. J'ai une petite question sur le public. Je m'interroge souvent quand on reçoit des gens de la répétition de leur récit, de leur parcours. On le fait tous, ils sont souvent baladés d'institution en institution. C'est des gens qui vont passer à la PAS, qui vont passer à l'EMPP, qui vont passer dans plusieurs PAS, dans plusieurs CADA, centres d'hébergement, où chacun leur répète, leur demande un peu leur récit, et même si c'est pas clinique, mais bon, raconter leur histoire. Et je me demandais un peu si dans la répétition de raconter leur histoire, ça avait une influence sur la mémoire traumatique. Ça aggrave. Oui. Ça aggrave. Hein. Tout ce qui va être répétition, remémoration, réactivation du souvenir sans action vraiment spécifiquement thérapeutique. Alors, si vous le répétez alors là, oui, je connais, enfin, on sait que ces gens subissent ce parcours. Hein. Mais bon, si à chaque fois que vous le répétez, il y a quand même quelqu'un de bienveillant à l'écoute voilà. Et si c'est purement administratif, formulatif et de manière répétée, vous réactivez régulièrement les souvenirs sensoriels, voilà, contextuels, émotionnels du souvenir, et ça aggrave, enfin, ça renforce, ça maintient ou ça renforce le trouble stress post-traumatique. Oui, bonjour, je suis médecin généraliste à la PAS de l'hôpital Saint-Gaudens. Alors, on est complètement démunis à Saint-Gaudens parce qu'on n'a rien. Donc, 1 heure de train, plus le bus, plus je ne sais quoi, pour arriver jusqu'à l'hôpital de CHU. Parlez un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît. Pour éventuellement consulter alors, le MPP, à qui j'ai déjà adressé des patientes en particulier. Aucun retour, je ne sais pas ce qu'elles sont devenues. Voilà, donc comment on peut faire pour pouvoir aider ces patients et puis quand on les revoit, savoir ce qui se passe dans leur suivi, quoi. Enfin, il n'y a aucun lien en fait. Voilà. J'ai pas compris où vous les aviez adressés. À l'EMPP de Toulouse. Je suis désolé, je travaille pas dans cette structure. Peut-être en généralisant, c'est parce que les PAS sont dans des territoires très différents. C'est effectivement là où il y a moins d'accès à la psychiatrie au niveau hospitalier. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut conseiller pour les endroits où c'est plus difficile? La psychiatrie, elle est alors je dis, faut pas dire sinistrée parce que moi j'ai pas d'évaluation, j'ai pas
je ne connais pas d'évaluation objective c'est vrai que tout le monde, il y a beaucoup de récriminations, beaucoup de plaintes, etc. Effectivement, au jour d'aujourd'hui, même à Toulouse, quand on essaie de redresser, à part à certains endroits, voilà, quand on essaie d'adresser un patient à un CMP, c'est très compliqué. C'est pas impossible, c'est très compliqué. Il n'y a pas de rendez-vous forcément rapidement, ça dépend des CMP. Il y a des CMP où il n'y a pas de médecin. Moi-même, au CHU, c'était relativement attractif jusqu'à ces dernières années. En 2024, j'ai 4 démissions. On peut pas. Voilà, même si c'est une grande ville, je prends Toulouse parce que je connais, il y a au moins plus de 10 000 nouveaux habitants par an et les dispositifs n'augmentent pas. Hein. Dans la schizophrénie, c'est 1% de la population générale. Les troubles bipolaires de l'humeur, c'est 1% de la population générale. Le TSPT, bon, effectivement, par rapport aux besoins théoriques, on ne sait pas bien mesurer les besoins non plus en France, par rapport aux besoins théoriques ressentis, l'offre aujourd'hui n'est pas adaptée. Si vous voulez, la création, nous on fait partie donc du Centre régional de psychotraumatisme Occitanie, qui est fédératif à l'Occitanie, puisque c'est moi qui l'ai coordonné, on l'a généré. Il y a une équipe enfant et une équipe adulte au CHU de Toulouse, il y a une équipe enfant et une jeune équipe adulte au CHU de Montpellier, il y a une équipe mixte à l'EPSF de Tuire, et il y a une petite équipe au CHU de Nîmes. C'est un budget de 700 000 € fléché, psychotrauma, pour Occitanie, hein, pour 6 millions d'habitants. Donc on essaye de fonctionner. Après, nous, la manière dont on fonctionne à Toulouse au centre expert, c'est pour ça que ça s'appelle centre expert traumatique, c'est uniquement sur adressage du médecin traitant, et notamment psychiatre traitant s'il y en a un. Et on fait beaucoup d'allers-retours. Donc le médecin traitant remplit une fiche avec des renseignements cliniques, hein, qu'on demande aux gens de s'efforcer, de voir je pense que c'est votre cas, mais de connaître l'histoire de leur patient, la symptomatologie, etc. Et même souvent, on fait beaucoup d'allers-retours par télé-expertise avec les médecins. On ne reçoit pas forcément immédiatement tous les patients. Et surtout que pour le stress traumatique, ce que j'ai essayé un peu de dire, c'est que par rapport aux recommandations gold standard internationales par rapport à la prise en charge, on n'a absolument pas cette possibilité de réponse dans notre pays. Donc forcément, on va proposer des prises en charge efficaces mais dégradées. Et l'idée, c'est une formation, un partenariat maximum avec le médecin traitant. Mais bon, je vous parle de mon équipe. Hein, par rapport à l'équipe là où vous avez adressé la personne, je ne peux pas vous répondre. A priori, les EMP, à part individuellement, professionnels individuels, les EMPP n'ont pas une vocation à être spécialisés pour la prise en charge des psychotraumas. Il y a des psychologues et de temps en temps, je crois, des psychiatres dans les équipes mobiles ou dans les PASS, mais ce n'est pas un dispositif spécialisé pour le dépistage, l'évaluation, le bilan, le diagnostic, la prise en charge ou éventuellement la réorientation de quelqu'un qui souffre d'un trouble de stress post-traumatique envahissant, déstructurant, etc.